Bonjour à tous, merci d'être là ce matin avec nous dans le cadre du Startup Programme OVH Cloud. On va vous présenter aujourd'hui toutes les nouveautés HealthTech 2020. Quelles nouveautés pour les startups, les certifications, on va discuter. Je serai accompagnée de deux spécialistes de chez nous, Dimitri Faguet et Emmanuel Mérieux. Et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fanny Bouton, Startup Programme Leader France Benelux, et c'est moi qui vous accompagne tout au long des 12 mois quand vous rentrez dans le Startup Programme. On reviendra un petit peu à la fin sur comment y appliquer si vous n'y êtes pas déjà. Alors, ce matin, on va commencer. Donc, hop, si ça veut bien, avec Emmanuel Mérieux, Project Manager sur les certifications. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme ça ton nom de code chez nous, Emmanuel? J'accepte tout nom de code, il n'y a pas de problème. Tout nom de code, c'est bon. Donc toi, ce matin, tu vas nous parler des offres qu'on a et entre autres, c'est travailler en toute conformité avec OVH Cloud. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands principes appliqués quand on externalise une infrastructure à un fournisseur de cloud comme OVH? Alors oui, le principe le plus important à bien comprendre, déjà, c'est, qu'il y a un partage de responsabilités entre, OVH, et ses clients, qu'ils soient start-up ou grands comptes, ça ne change pas grand-chose. Et donc, cette slide résume assez bien, comment, le partage de responsabilités se fait. OVH va vous fournir des infrastructures et vous, en tant que client, vous allez déposer un système d'information dessus, système d'information qui va fournir des services à votre donneur d'ordre. Donc forcément, déjà là, on a une première différenciation des responsabilités, puisque nous, on va vous proposer un matériel et on va vous garantir un fonctionnement et un retour en fonctionnement dans des délais assez rapides. Là où vous, effectivement, vous avez toute une stack logicielle qui est installée sur ce matériel et que vous allez devoir opérer de manière à satisfaire vos clients. Ensuite, quand on signe un contrat entre un client et OVH Cloud, le contrat, la partie, les exigences du contrat qui sont applicables à OVH Cloud, elles sont aussi applicables aux sous-traitants d'OVH Cloud, quels qu'ils soient. Là où en fait, vous, en tant que fournisseur d'éventuels clients supplémentaires, vous allez d'une part avoir votre équipe qui va être soumise aux conditions qui sont prévues dans le contrat. Éventuellement, il y a certaines conditions qui vont aussi devoir être reportées à votre donneur d'ordre et éventuellement à d'autres sous-traitants qui seraient chargés d'intervenir sur l'infrastructure que vous louez chez nous. Donc, les localisations, ensuite, ça c'est assez simple. Donc, OVH dispose d'un certain nombre de sites de production. Vous, forcément, vous avez la liberté d'être à peu près n'importe où pour opérer votre service. C'est l'intérêt du cloud. Le contrat, bien sûr, ne fonctionne que pendant sa durée. Donc là, ensuite, vous, en fonction de ce que vous avez pu signer avec vos donneurs d'ordre, forcément, la durée de vos engagements peut être différente de la durée du contrat avec OVH. Donc, c'est des choses à bien capter parce qu'en fait, si vous avez des engagements qui sont plus longs que la durée d'hébergement réel chez OVH, ça veut dire qu'il peut y avoir un certain nombre de fichiers, de données que vous allez avoir besoin de récupérer et de conserver au-delà de la durée du contrat chez OVH. Et forcément, nous, l'un des grands principes, c'est que quand le contrat est terminé, on fait les effacements sécurisés des machines et vous ne pouvez plus récupérer vos données une fois que le contrat est terminé. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à intuiter à l'avance parce que forcément, ça évite des drames après. Ensuite, il y a toujours le comment. Donc nous, on a des moyens qui sont prévus au contrat. On vous prévoit des machines. On vous prévoit la localisation précise des machines. Donc la localisation précise des machines, ça fait partie des éléments qui sont dans votre bon de commande. On prévoit aussi éventuellement un niveau de support qui est additionnel et qui vous permet de répondre à des besoins précis en matière de continuité d'activité et surtout de capacité de réponse à vos clients quand il y a des soucis. Le support n'est jamais un problème Mhm. quand tout se passe bien. Le support commence à devenir de quelque chose d'intéressant
quand il y a quelque chose qui ne marche pas si bien que ça. Et là-dessus, il faut vraiment prendre ce support comme une assurance. Voilà, effectivement, ça a un coût mensuel qui est ce qu'il est. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous allez où vous allez avoir besoin de ce support-là, eh bien, le coût, il est déjà compris en fait. Donc globalement, c'est nous ensuite qui assurons la réponse de ce support, y compris si ça dépasse en termes de coût réel, finalement, ce que vous nous avez payé pendant le mois en cours. Et ça n'est pas une question pour nous globalement. Vous avez besoin de support, vous avez souscrit un support business ou entreprise, bien évidemment, on va vous fournir la pleine capacité de notre support pour répondre à votre problème et faire en sorte que vous puissiez continuer à délivrer votre service depuis chez nous. Mmh. Et On enfin, reviendra dessus d'ailleurs un peu plus loin. Pardon? On reviendra un petit peu sur les supports un peu plus loin et comment ça se passe d'ailleurs dans le Startup Programme, puisque quand vous êtes en scale-up, on vous offre le support business pendant les 12 mois du programme, Ce qui est une très si bonne vous avez chose. la capacité à rentrer en scale. Et donc enfin, le pourquoi. Donc vous avez des objectifs. Vous développez un logiciel qui permet de rendre un service à des parties prenantes. Éventuellement, vous avez une raison d'être en tant qu'entreprise, c'est parfait. Nous, chez OVH, alors la raison d'être, peut-être que ça arrivera un jour. Aujourd'hui, on délivre des infrastructures sur Internet, c'est notre mission. Et on a commencé aussi à réfléchir à quelle était notre plus-value et qu'est-ce qui était important pour nos clients dans différents secteurs. Et on a considéré que pour le secteur de la santé et du social, ce qui était le plus important, en fait, c'était de limiter le risque de perte de chance pour les patients, pour les bénéficiaires. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas forcément, le chemin pour arriver à réussir cet objectif n'est pas forcément évident, hein. C'est-à-dire que ensuite, il faut qu'on arrive à doser les efforts. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit tout le temps disponible? Est-ce que ça veut dire que il faut qu'on assure une confidentialité extrême, etc. Mais en fait, c'est un challenge qui est intéressant pour nous parce que avec cet objectif-là, on pense adresser très largement la vraie problématique du secteur de la santé. Et ensuite, c'est à nous d'adapter nos produits et d'adapter notre manière de répondre à vos sollicitations de manière à assurer un maximum de limiter ce risque de perte de chance. OK. Alors, on a tous entendu parler ces derniers temps de la certification HDS. C'est une des nouveautés chez nous sur certains types de produits. Comment fonctionne-t-elle, Emmanuel? Alors, la certification HDS, donc ça existe depuis 3 ans maintenant. Donc, on va avoir les premiers renouvellements de certification qui vont bientôt arriver. Euh, Principalement, ce qu'il faut retenir sur les données de santé, enfin sur la certification HDS, c'est qu'en Mmh. gros, à partir du moment où vous hébergez de la donnée de santé à caractère personnel, vous êtes dépositaire de données qui sont sensibles au sens du RGPD. Et ces données sensibles, elles sont, enfin, le RGPD précise que n'importe quel État a le droit de préciser de quelle manière il souhaite que ces données sensibles-là soient hébergées. Donc c'est ça le fondement de droit sur lequel on a bâti la certification HDS. Et c'est très important de le savoir parce que globalement, ça veut dire qu'on prend les mêmes risques en termes d'infraction RGPD et donc de risque d'amende. On prend les mêmes risques quand on fait un hébergement de données de santé sans être HDS que quand on décide de ne pas respecter n'importe quelle autre clause du RGPD. D'accord? Donc c'est assez important. Mmh. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à partir du moment où vous hébergez des données de santé personnelle, il y a une chose à vérifier, c'est est-ce que vous êtes le responsable de traitement ou pas. Très généralement, dans quasiment la totalité des cas, mis à part si vraiment vous êtes une startup très particulière, vous allez être dans le cas où un donneur d'ordre va vous déléguer un hébergement de données de santé. Et en fait, c'est ça le fait générateur. Vu qu'un donneur d'ordre qui collecte des données de santé vous délègue l'hébergement de ces données, à partir de ce moment-là, vous êtes soumis à la réglementation relative à la certification pour l'hébergement de données de santé. Et donc, le dernier truc à vérifier après ça, c'est est-ce que je rentre dans les activités qui sont certifiables. Donc,
il y a un superbe décret qui a été repris dans le Code de la santé publique. Vous avez la référence à votre écran. Donc, c'est le R1111-9 avec plein de jolies phrases en français auxquelles on n'est pas très habitué parce que dans le secteur de l'IT, on est beaucoup à parler avec des anglicismes, ce qui est triste, j'en conviens, mais par contre, ce qui est important, c'est que tout le monde se comprenne bien à la fin. Donc, ce qui est important, c'est quoi? Activité 1, c'est tout ce qui est housing. Donc, en gros, c'est j'héberge entre quatre murs des données de santé sous format électronique. C'est pas pareil pour les formats papier et on ne parlera pas des formats papier ici. Seconde activité, c'est tout ce qui est la fourniture de matériel permettant de supporter l'hébergement de données de santé. Donc ça va être des serveurs, du stockage, du réseau, etc. Toutes ces choses-là, tout ce qui est matériel, hardware, c'est l'activité 2. Donc quand j'ai du hardware qui fait de l'hébergement de données de santé, je suis concerné. Donc ensuite, les 4 activités en dessous sont un peu moins, sont beaucoup plus proches de l'aspect logiciel des choses. Hein, donc les descriptions sont un peu plus difficiles à bien segmenter. Mais chez nous, chez OVH, on a fait l'analyse et très clairement, on a considéré que l'activité 3, ça correspondait à de la fourniture d'infrastructures as a service. Donc clairement, voilà, vous avez la possibilité de déposer telle et telle VM et vous allez pouvoir mobiliser des ressources que vous avez préalablement louées pour exécuter les workloads qui sont sur ces VM. Donc ensuite, l'activité 4 qui est assez particulière, donc c'est nous on a résumé en tant que plateforme as a service. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que on ne parle pas uniquement d'un OpenShift ou ce genre de choses. On peut parler aussi de tout ce qui est serveur de plateforme classique. Vous utilisez du Tomcat, vous êtes sur une plateforme. Hein, et donc là-dessus, vous opérez une plateforme. Ça rentre aussi éventuellement dans cette description-là. À chaque fois, la colonne de droite, c'est précisément un petit peu le résumé que j'en fais. Mais ce qui est important, c'est la colonne de gauche. C'est la colonne de gauche qui est dans la loi. Et donc, c'est la colonne de gauche qui va être évaluée si par hasard, à un moment, il y a un litige ou quoi que ce soit. D'accord? Donc voilà, quand on parle de mise à disposition, maintien en condition opérationnelle de plateformes d'hébergement d'applications, assez rapidement, voilà, ne serait-ce qu'un serveur Apache, ça peut être considéré comme une plateforme d'hébergement d'applications. Donc, faut bien intuiter la chose. Donc ensuite, il y a l'activité 5 sur laquelle on reviendra un tout petit peu plus tard, donc qui est l'administration et l'exploitation des systèmes d'information. Donc là, on est évidemment sur tout ce qui est la fourniture éventuelle de logiciels as a service, hein, donc de software as a service. Et la dernière activité, donc, qui est tout ce qui est sauvegarde. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas parce que OVH, par exemple, va être certifié sur certaines activités que vous n'êtes pas du tout concerné par la certification sur ces activités-là. Nous, on est certifié par rapport à ce que nous faisons. Vous faites des opérations sur les infrastructures qu'on vous met à disposition et vous pouvez très bien avoir besoin de vous faire certifier sur certaines activités qui sont les mêmes que les nôtres. Parce que, typiquement sur le cas de la plateforme as a service, donc l'activité 4, voilà, nous, on vous fournit par exemple de l'OpenStack, donc on est sur un système de plateforme d'ores et déjà, mais vous allez installer des instances et éventuellement là-dessus, vous allez pouvoir vous aussi poser à nouveau des systèmes de plateforme as a service pour fournir votre service. Et donc à ce moment-là, vous êtes aussi concerné. C'est précisément sur l'activité 4 qu'il y a des choses qui sont importantes. Sur l'activité 6 aussi, mais on y reviendra. Alors, excuse-moi, j'ai perdu le son, c'est en train de revenir. On a une question, on nous dit, est-ce qu'il faut être HDS si on n'utilise que des machines qui ne font que traiter des données en RAM et ne stockent rien? Alors, c'est une bonne question. C'était le cas quand on était sur le système d'agrément pour l'hébergement de données de santé. Effectivement, tant qu'il n'y avait pas de stockage persistant, il n'y avait pas de besoin d'être agréé. Sauf que la certification ne porte pas véritablement sur le stockage des données, mais sur les activités telles qu'elles sont décrites là. Donc, je suppose que la machine que vous utilisez, elle traite en RAM un certain nombre d'informations
Et ça ressemble sacrément à du soft as a service ou à de la plateforme communicante. Et donc, en fait, vous rentrez forcément dans l'une des définitions, à mon avis. Ensuite, c'est à voir en fonction vraiment de ce que vous faites. Mais globalement, au bout d'un moment, il faut bien se poser les bonnes questions. Plutôt que d'essayer de tordre le bras à la loi, ce qui peut entraîner des raisonnements spécieux et ça, c'est pas forcément ça va pas forcément vous servir beaucoup après. Essayez plutôt de vous dire, je n'ai pas forcément besoin d'être certifié immédiatement. De toute façon, il y a un problème de poule et l'œuf. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que pour être certifié, il faut avoir un service qui fonctionne. Et pour avoir un service qui fonctionne, éventuellement, on te demande d'être certifié. Donc, au bout d'un moment, mettez en place votre service, mais mettez-le en place de manière intelligente. C'est-à-dire, assurez-vous de commencer à avoir les bonnes briques de base, les bons éléments, pour que le jour où un donneur d'ordre vous demandera une certification, mais vous puissiez l'obtenir suffisamment rapidement pour que ce soit un dollar pour vous. C'est ça le véritable enjeu, en fait. L'enjeu, il n'est pas de se dire je ne suis pas soumis à la loi, parce que la loi, elle va vous rattraper à un moment, et plus vous grossirez, plus vous aurez peur de vous faire rattraper. Donc ce n'est pas le bon système, ce n'est pas la bonne manière de fonctionner. La bonne manière de fonctionner, c'est de se dire à un moment, je vais être obligé d'y aller parce que mes donneurs d'ordre, et ça va être de plus en plus le cas puisque là maintenant, les derniers agréments vont tomber. Donc il n'y aura plus de personnes agréées, tout le monde va être certifié dans les prochains mois. Euh, les donneurs d'ordre, ils vont commencer à prendre l'habitude à vous challenger sur les certifications. Et un donneur d'ordre, in fine, c'est lui qui est responsable du fait de vous avoir confié une donnée de santé. Donc, la première personne qui va avoir des problèmes si vous n'êtes pas hébergeur agréé de données de santé, c'est votre donneur d'ordre. Et par conséquent, plus le temps va passer, plus les donneurs d'ordre vont être très stricts sur le fait que vous ayez une certification, le fait que ça couvre bien les activités que vous réalisez en interne, et le fait que vous avez une chaîne de sous-traitance avec éventuellement donc nous sur l'hébergement, qui est elle-même certifiée pour les activités qu'elle réalise. OK. Alors on a une autre question, mais je crois que tu vas y répondre un petit peu plus tard, mais c'est pour l'instant, on ne parle que de OVH Cloud, donc storage. Toujours pas de news sur la partie computing en HDS. On a des bonnes nouvelles, mais c'est pour la suite de la présentation. C'est pour la suite. Voilà. Donc Cédric, tu vas patienter un tout petit peu pour avoir la suite. On continue donc. Alors, on va reprendre l'activité 5. J'ai entendu dire qu'elle n'était pas exigible. Qu'en est-il? Alors, c'est assez compliqué. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'activité 5, donc l'ANS a communiqué sur le fait qu'elle n'était pas exigible en avril 2019. Le fait que l'activité 5 ne soit pas exigible, ça doit passer par un changement de loi. Parce que, comme vous l'avez vu sur la slide précédente, c'est un décret en fait qui a créé l'obligation pour les personnes qui réalisent l'activité 5 d'être certifiées et ça a été inscrit dans le Code de santé publique. À aujourd'hui, donc nous sommes le 23 février 2021, donc quasiment 2 ans après l'annonce de l'ANS, la modification de la loi n'est pas passée. Donc, ça pose des questions sur ce qui s'est passé, mais très clairement, notre problème à nous, ça ne va pas être de se dire pourquoi l'ANS n'a pas fait passer un décret pour changer les choses, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tant que la loi n'a pas été changée, elle s'applique. Et donc, typiquement, aujourd'hui, on est encore dans un système où l'activité 5 a une existence légale et où donc elle est légalement exigible. Donc, le fait que l'ANS ait communiqué, ça crée un petit peu de brouillard. C'est intéressant en tant que startup parce que ça vous permet effectivement de rentrer dans cette brèche-là pour commencer à fournir du service euh, tant que vos donneurs d'ordre vous croient, ce qui est très bien. Mais au bout d'un moment, ça va être modifié et il faut bien voir l'esprit de la réglementation et le sens dans lequel on va. On ne va pas dans un sens où il va y avoir moins de sécurisation pour les données de santé. On va plutôt dans un sens vers plus de sécurisation. Donc, ce que l'on peut dire, c'est quoi? C'est que globalement, l'obligation de certification sur l'activité 5, aujourd'hui, elle existe. Si elle est modifiée dans les prochains mois ou les prochaines années, parce qu'on n'a pas l'air d'être très pressé pour faire ces modifications-là, de toute façon, il y aura une obligation qui existera. On ne sait pas encore de quelle nature elle sera, mais elle existera.
Et derrière ça, il faut bien voir que toutes les personnes qui ont été certifiées pour l'activité 5, elles ne vont pas perdre leur droit à exercer cette activité quand la loi sera modifiée. Il y aura forcément soit des mesures transitoires, soit une autre manière de pouvoir exercer l'activité 5 différente de la certification HDS. Donc dans tous les cas, il y a un intérêt quand même à vous positionner de manière à pouvoir être certifié un jour. Et voilà, donc de faire les choses intelligemment en amont parce que ça coûte toujours moins cher que de mettre la poussière sous le tapis après. Et en plus, dans cette histoire-là, vous n'avez pas de. euh, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y aura quelque chose qui sera fait pour faire en sorte qu'il y ait une sécurité qui soit assurée au niveau de cette activité-là, sachant que c'est typiquement l'endroit sur lequel il peut y avoir le plus d'attaques différentes. Donc voilà, je veux dire, c'est pas bien compliqué, hein, les antivirus, ça existe depuis 20 ans, et c'est bien parce que globalement, on sait que l'OS et tout ce qui tourne dessus, c'est l'un des maillons faibles. Donc voilà, il faut se préparer. C'est pas une situation qui est confortable pour vous et on en est tout à fait conscient. Nous, les relations qu'on a avec l'ANS consiste déjà à essayer de mettre notre pierre à l'édifice pour définir les nouveaux référentiels de certification, puisqu'il y a eu une consultation l'été dernier, et faire en Mhm. sorte que effectivement, on puisse parler des problématiques que révèle la problématique donc, de l'activité 5, qui est véritablement le problème de la poule et l'œuf. Comment je fais pour sortir un service qui est directement HDS alors que je n'ai pas de service et que j'en ai besoin d'un pour être certifié et que j'ai besoin éventuellement aussi des sous pour pouvoir l'être. Donc, c'est des discussions qui sont en cours, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que vous gagnerez toujours à avoir quelque chose qui est fait pour être sécurisé dès le départ. C'est une exigence du RGPD de toute façon, le Security by Design et le Privacy by Design. Donc voilà, même si vous n'êtes pas aujourd'hui dans une démarche de certification, préparez-vous de manière à ce que le jour où ça devient quelque chose d'important pour vous, vous soyez en mesure de le faire et que ce soit plus simple. Ok. Alors, OVH Cloud est certifié sur quels produits et pour quelles activités, hein? Alors, c'est là où il y a des nouveautés. Donc jusqu'à présent, donc le produit historique sur lequel on était certifié, c'était le Private Cloud. Donc ça, c'est toujours certifié. Mhm. Les serveurs dédiés, donc c'était la grande nouveauté de l'année dernière. Donc effectivement, on continue à être certifié dessus. Et cette année, on a ouvert le public cloud et un certain nombre de services managés sur le public cloud. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est aussi ce qu'il y a, pas uniquement la ligne du dessus du tableau, mais ce qu'il y a en dessous. Donc, pour chacun de ces services-là, OVH a certifié son activité. Par contre, ça ne veut pas dire que vous, en tant qu'utilisateur d'OVH, vous n'avez pas une obligation de certification si vous réalisez un certain nombre d'activités sur ces infrastructures. Et a priori, vu ce que nous on fait, je suis quasiment certain que systématiquement, vous avez des choses qui correspondent aux activités qui sont listées en dessous. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que voilà, donc sur le private cloud, ça fait depuis longtemps qu'on communique sur le fait qu'on est certifié complètement sur les activités 1, 2 et 3. Donc ensuite, tout ce qui est fourniture de plateforme et de sauvegarde, on est certifié pour le périmètre qui correspond aux activités que l'on fait pour votre compte. Par contre, on ne fait jamais de l'activité 5. Sur les serveurs dédiés, c'est quasiment la même chose, sauf qu'effectivement, on ne fait pas beaucoup d'infrastructures as a service. Typiquement, si vous souhaitez un jour installer du Nutanix sur des serveurs dédiés, c'est tout à fait possible. Par contre, à ce moment-là, vous serez, vous, à fond dans l'activité 3 aussi. D'accord? Et donc ensuite, maintenant, les nouveautés, donc c'est le public cloud. Sur le public cloud, on retrouve un système qui est à peu près le même que sur le private cloud. Donc, grosso modo, on est certifié pour vous fournir de l'infrastructure as a service. Et ensuite, il y a un certain nombre de petites activités qu'on fait pour votre compte pour vous simplifier la vie sur notre public cloud, pour lesquelles on est certifié aussi. Par contre, vous, dès que vous êtes en train de commencer à placer des instances et à les opérer et à faire des choses dessus, forcément, ce sont des activités qui relèvent des activités 4, 5 et 6. Un petit point important sur les services managés sur le public cloud, je parle notamment de Kubernetes, mais aussi de tout ce qui peut être AI training et machine learning.
Sur ces services-là, donc effectivement, on vous fournit beaucoup plus, puisqu'en gros, on vous fournit une plateforme quasi complète, et vous avez juste un certain nombre d'éléments qui sont plus de l'ordre du programme, de l'algorithme apprenant à mettre en place, et ça fonctionne très bien tout seul quasiment. Et donc là-dessus, effectivement, ça veut dire qu'on est encore descendu un peu plus dans les activités que l'on fait, mais il vous reste toujours des choses qui sont sous votre responsabilité. Déjà, vous remarquerez qu'au niveau de l'activité 6, sauvegarde, vous êtes systématiquement en responsabilité partagée. Et ensuite, bah, effectivement, notamment sur ces plateformes-là, pour entraîner des algorithmes apprenants, vous êtes responsable de votre algorithme et de ce qu'il fait, ce qui est bien normal. Par rapport à l'activité 6, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, OVH ne va jamais vous proposer autre chose que du stockage as a service prévu pour faire de la sauvegarde éventuellement. Par contre, ce que OVH ne fait jamais, c'est vous dire quelle est la politique de sauvegarde que vous devez appliquer sur vos données de santé. Et ça, c'est super important puisque c'est ça, en fait, qui correspond à la partie la plus proche du métier et donc celle que, a priori, vous adressez. Donc, systématiquement, nous, on vous fournira tout ce que vous nous demandez en matière de stockage, etc. Il n'y a pas de problème pour faire de la sauvegarde de données de santé chez nous. Par contre, pour définir les politiques de sauvegarde, vérifier que les sauvegardes passent bien et surtout avoir la procédure prête à fonctionner et donc tester de temps en temps de restauration, ces choses-là, on ne peut pas les faire à votre place en fait. Et c'est à vous de les mettre en place. Et donc c'est pour ça que cette responsabilité-là est partagée. Et donc typiquement par rapport à l'activité 5, j'ai souvent des personnes qui me demandent, bah, vu que l'activité 5, elle n'est pas exigible, j'ai pas forcément besoin de me faire certifier si je viens chez toi. Moi, je réponds, en fait, si vous avez toujours besoin de vous faire certifier, parce que quel que soit le fournisseur de cloud que vous allez demander, systématiquement, c'est vous qui êtes responsable de votre politique de sauvegarde. Donc, ce n'est pas uniquement une question d'activité 5, c'est aussi une question à minima d'activité 6 et éventuellement d'activité 4 en fonction de ce que vous faites sur le fournisseur de cloud et de ce qu'il vous fournit. Ok. Alors, du coup, comment fonctionne le référentiel de certification? Alors, le référentiel de certification. Alors, aujourd'hui, donc on est sur une version qui est la première version qui date de 2018. Il y a eu une consultation en fin d'année, enfin à l'été dernier, pour un nouveau référentiel donc, qui est en cours de réflexion auprès de l'ANS. Globalement, le nouveau référentiel, c'est surtout quelque chose qui va clarifier un certain nombre de sujets. Mais ça ne change pas beaucoup de choses au niveau des exigences de fond. D'accord? Donc, la clé du référentiel, ça reste ISO 27001. De toute façon, il n'y a pas 10 000 manières de faire de la sécurité en sécurité de l'information. Hein. Donc, c'est toujours le même fonctionnement. Donc là-dessus, vous pouvez déjà bien capitaliser sur 27001. Ça restera. Ensuite, il y avait une adjonction de ISO 20000, de certains chapitres d'ISO 20000. Ces chapitres-là, dans la version qui a été soumise l'été dernier, c'est pas très clair. On ne sait pas si ça va sauter ou pas. Donc pour l'instant, j'aurais tendance à vous dire, l'ISO 20000, si vous vous faites certifier demain, c'est toujours très important et il faut avoir mis en place ce qui est nécessaire. Si par contre votre projet c'est d'être compliant le jour où on vous le demandera, c'est peut-être pas votre priorité numéro 1. Et enfin, donc il y a une petite partie du référentiel qui correspond à des exigences particulières. C'est pas les plus compliqués à mettre en place, donc je vous recommande de bien les regarder pour que ça puisse être mis en place assez rapidement. Bon, c'est des exigences qui sont restées hein, globalement. Un petit point, c'est vrai que j'ai oublié de mettre sur la présentation là. Il y a un bout du code du travail, non, pardon, pas du code du travail, du code de santé publique qui précise quelles sont les choses que vous devez mentionner dans un contrat d'hébergement de données de santé. Donc, c'est la référence, je vais vous la dire, c'est Code de santé publique R1111- et là je cherche mon anti-sèche. Toc, toc. Sinon, n'hésite pas à nous redonner les modifs, la slide modifiée, comme ça, quand on le renverra, ils pourront retrouver les infos. Code de santé publique R1111-11.
Mais bon, on modifiera la slide ou voilà. Mais en tout cas, donc ce bout du code de santé publique est important pour vous parce que il y a une vingtaine de mentions à mettre au contrat et très Mmh. clairement, bon bah c'est le b.a-ba pour commencer à faire enfin quand on commence à signer un contrat, c'est plutôt bien, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on gagne de l'argent, et cetera. Mais autant le faire dans les bonnes formes directement, ça vous permettra déjà d'avoir ça de moins à gérer quand vous serez certifié et que votre auditeur ira vous chercher sur le contrat. Euh, voilà, c'est une expérience vécue. OK. Alors justement, de quelle manière, on peut passer la certification, hein? Alors, un projet de certification, c'est quelque chose qui ne se fait pas en 2 semaines. Ça, il faut en être bien conscient. Il y a un certain nombre de choses à faire. Une certification ISO 27001, c'est avant tout, d'une part, des processus métiers qui ont été définis et qui sont appliqués pour gérer ben, votre infrastructure et les logiciels que vous utilisez dessus. Et d'autre part, une analyse de risque qui permet bah, tout simplement d'essayer de ratisser large et d'avoir déjà un certain nombre de plans de traitement sur les risques que vous considérez comme trop importants et donc de se poser les bonnes questions. Donc typiquement, un projet de certification HDS, en fonction de la maturité de la boîte qui se lance dans ce projet-là, ça prend entre 6 mois et 18 mois. D'accord. Donc, bien évidemment, Mmh. avec les conseils que je vous ai donnés avant, on se rapproche des 6 mois pour passer une certification et on s'éloigne beaucoup du spectre des 18 mois. Hein. Donc toute l'idée, c'est d'avoir planifié un petit peu les choses, y compris si c'est de manière lâche parce que vous n'avez pas véritablement de date précise de certification, d'accord. Mais déjà avoir une idée claire du périmètre à certifier et du fait que bah, le jour où vous aurez besoin de cette certification, ce serait bien d'avoir déjà un certain nombre d'éléments disponibles. C'est déjà plutôt sympa, ça permet d'être serein quand on se retrouve à devoir passer cette certification. Donc ensuite, il y a un certain nombre de bases à mettre en place. Donc, une certification ISO 27001, c'est la certification d'un système de management de sécurité de l'information. D'accord. Donc, pour avoir ce système de management-là, c'est avoir un certain nombre de processus, donc avoir documenter la manière dont on gère son infrastructure, la manière dont on répond aux exigences du référentiel ISO 27001. C'est aussi donc une analyse de risque, donc effectivement avoir réfléchi à qu'est-ce qui pouvait casser et de quelle manière on pouvait s'assurer que soit les impacts soient moins importants, soit éviter que ça casse, et en tout cas faire en sorte que les risques soient à un niveau qui soit acceptable, donc que ça arrive le moins souvent possible. Il y a aussi la nécessité d'avoir une PSSI, donc une politique de sécurité du système d'information. Donc en gros, c'est les grands principes de sécurité que l'on applique. Donc là-dessus, OVH, on va bientôt vous publier donc cette PSSI, en tout cas la nôtre. C'est un document qui est public hein, en fait. Globalement, vous pouvez normalement le récupérer chez n'importe lequel de vos prestataires. Et donc nous là, plutôt que de le fournir directement après un coup de fil, on va vous le fournir directement sur le web. Donc ensuite, une fois que vous avez défini ces éléments-là, il y a ce que j'appelle une itération, c'est-à-dire qu'en gros, tout l'intérêt d'un système de management, c'est d'être un processus itératif dans lequel on va mettre en place ce que l'on appelle l'amélioration continue. Donc, bah, les itérations dans le cadre des systèmes de management de sécurité de l'information, c'est la mise en place des plans de réduction de risque. Donc, en gros, on a évalué qu'il y avait des risques qui étaient inacceptables et on va s'assurer que ces risques-là, on les fait descendre, donc soit en fréquence, soit en impact, de manière à s'assurer que bah, globalement, ça n'arrive pas tout le temps et que quand ça arrive, finalement, ce ne soit pas si grave que ça. Il y a une dernière étape qui est la validation à proprement OK. parler, c'est-à-dire que, grosso modo, avant qu'un auditeur externe aille vérifier votre système de management de sécurité de l'information, il va vous demander d'une part une revue de direction. Donc en gros, c'est une réunion pendant laquelle vous allez faire une revue de tout ce qui a été mis en œuvre pendant l'élaboration du SMSI pour valider ce qui a été mis en place et éventuellement donner des nouvelles orientations. Et le second point, c'est un audit interne.
Alors quand on est tout petit, l'audit interne, on ne peut pas le faire avec quelqu'un en interne. On est obligé d'aller chercher d'autres personnes qui vont avoir un regard neuf en fait sur ce que vous avez fait et qui vont éventuellement pouvoir commencer à vous formuler des observations. Et ça, c'est des éléments indispensables avant de pouvoir faire passer un auditeur externe. Et donc ensuite, ben, effectivement, la dernière étape, c'est l'audit à proprement parler, où là, ben, vous avez un auditeur externe qui va vérifier les choses. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire un audit blanc par l'auditeur externe. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une durée entre l'audit blanc et l'audit de certification. Normalement, c'est 2 ou 3 mois. Et voilà, une fois que vous êtes certifié, ce n'est pas la fin, c'est que le début d'une grande aventure, puisque en fait, une certification ISO 27001 est surveillée tous les ans. Donc tous les ans, vous avez un auditeur qui va revenir pour vérifier que vous continuez à vous améliorer en matière de sécurité de l'information. Et tous les 3 ans, c'est nouvelle certification, donc où là, vous avez un audit complet, euh, tout simplement pour s'assurer que ça continue à bien fonctionner. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions dans les participants? Est-ce qu'il y a des questions pour Emmanuel avant qu'on enchaîne sur la deuxième partie et les produits? Alors, hop, là j'envoie une stop, puisque j'arrive à aller dessus. Désolée, j'ai des petits problèmes de curseur de souris. Alors, pour ceux qui posent la question, oui, vous pourrez avoir les slides. Hop, hop, hop. Et la dernière question. Hop. Oui, il y aura bien un replay, mais vous pouvez rester jusqu'à la fin si vous voulez poser des questions. Ça va être maintenant. Je vous conseille de rester en live. C'est plus intéressant. Écoute, merci Emmanuel. A priori, il n'y a pas de questions sur ce que tu viens de dire et comme on avait répondu au fur et à mesure, on est bien. Hop, si, là j'en ai une. Votre solution est très franco-française. Avez-vous des plans plus généraux pour des solutions européennes? Eh bien, ça tombe bien, on va vous en C'est parler. Dimitri qui va reprendre. On va vous en parler. Bon, et du coup, c'est l'occasion. Merci Emmanuel de ta participation. On va enchaîner avec Dimitri Faguet, qui est notre Product Marketing Manager santé, Health Tech. On peut dire ça, Dimitri? Ouais, entre autres, effectivement. Ouais, c'est moi qui travaille sur nos offres pour le Sur secteur de les la offres santé. Ouais. santé. Alors, on va commencer, on va sauter dans le vif du sujet pour rester dans les temps. Quelles sont les principales problématiques de l'IT dans le secteur de la santé, hein? Alors, globalement, on retrouve les problématiques qu'on trouve aussi dans d'autres secteurs, hein, mais avec certaines particularités. Et certains challenges bien particuliers liés au fait que on traite des données de santé, donc Emmanuel l'a rappelé, donc des données dites sensibles ou des données qui ont beaucoup de valeur. Par exemple, il y a certaines études montrent que qu'un dossier patient assez fourni peut être vendu de 200 à 300 euros sur le dark web. Donc, c'est à peu près 10 fois plus que des données financières. Donc, on est vraiment sur de la donnée à très, très forte valeur marchande, d'une part, d'où la première grande problématique qui est liée effectivement à la protection vis-à-vis des cyberattaques. Si tu peux Pardon. revenir, ouais, ok, merci. Voilà, le deuxième enjeu, et on va, Désolée. pareil, voilà, super. Si tu peux revenir sur le slide précédent, Oui, après, voilà, voilà, voilà. je vais aller assez vite, c'est bon. Donc le Non, deuxième non, désolée, grand enjeu, j'ai fait une fausse mail. d'accord, pas de souci. Il y a des enjeux de conformité. On en a aussi un petit peu parlé. Voilà, c'est de la donnée de santé, donc données sensibles au sens RGPD. Et aujourd'hui, il y a aussi une très grande actualité autour de la protection de nos données à caractère personnel. Voilà, et on va en reparler un tout petit peu. Et puis le troisième grand enjeu, c'est la qualité de service, des besoins en termes
de résilience et de continuité de service en particulier, et d'agilité. Donc voilà, Du en coup, gros, une big picture des problématiques assez particulières au secteur de la santé, et qu'on adresse avec des spécificités donc propres au VH. d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres types de certifications au-delà de HDS? Alors, bon, nous, on est effectivement, j'ai envie de dire, on a une approche industrielle de la sécurité depuis de nombreuses années. Il faut savoir qu'on a fait certifier nos premières plateformes ISO 27001 il y a environ une dizaine d'années, c'était en 2012 sur Private Cloud. Donc on a une longue liste de certifications et d'éléments de conformité de manière générale pour ce qui est de la sécurisation des systèmes d'information et la protection des données. Donc, effectivement, depuis quelques semaines, donc on est en train de l'annoncer, on est au ISO 27001 sur l'ensemble de nos services cloud, donc HDS et ISO 27001, mais aussi ISO 27017, 18 qui concerne plus particulièrement les services cloud. SOC 1 et 2 type 2 aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire simplement ces certifications? Ça veut dire que on a mis en place, on a des processus, des processus liés à la sécurité de nos systèmes d'information et de ceux de nos clients, qu'on a documenté, qu'on a fait auditer, et qui effectivement reflète la manière dont on gère la sécurité chez OVH Cloud. Donc c'est un élément très très important, et c'est très important pour de la donnée de santé en France, mais aussi dans de nombreux autres pays européens où un certain nombre de bonnes où la certification en particulier ISO 27001 et SOC 2 type 2 aussi font partie des best practices pour héberger de la donnée de santé. Le deuxième élément que je souhaitais mentionner ici, c'est le visa de sécurité Secnum Cloud de l'ANSSI. Donc, visa de sécurité qu'on a obtenu il y a peu aussi, il y a quelques semaines, début janvier, et qui atteste du très haut niveau de sécurité de nos solutions. En l'occurrence ici, c'est pour nos services hosted private cloud, et qui les rend particulièrement adaptés aux opérateurs d'importance vitale, par exemple, aux opérateurs de services essentiels, sachant que nombre de grands acteurs dans le secteur de la santé sont OIV ou OSE, donc vont être intéressés par ce type de qualification. Je vous rappelle qu'on n'est que 3 sociétés à avoir ce label, hein. Donc label extrêmement exigeant de l'ANSSI. Et le troisième point, alors on aurait pu vous parler encore de plein d'autres choses, de solutions de backup, de disaster recovery, d'approche verticale, de plein d'autres choses. Mais là, je souhaitais aussi mettre en avant le fait que toutes nos solutions cloud comprennent un anti-DDoS avancé, dans le sens où c'est un vrai anti-DDoS qui permet de mitiguer des attaques, donc DDoS, jusqu'à 20 terabytes par seconde. Sachant que les attaques, parmi toutes les attaques référencées ces dernières années, celles qui avaient la plus grande envergure montaient jusqu'à 3, 4, 5 terabytes par seconde. Donc, on est capable d'encaisser tout type d'attaque DDoS, sachant que j'ai vu récemment une statistique qui montrait qu'en un an, on a multiplié par 3
enfin, on a vu le nombre d'attaques DDoS multiplié par 3. Donc, on parle de plein d'autres choses, de ransomware, de plein d'autres choses, mais les attaques DDoS sont aussi de plus en plus utilisées. Voilà sur cette partie. Ok. Alors, on entend beaucoup sur les enjeux dans le domaine de la santé et du vocabulaire comme souveraineté, cloud de confiance. C'est quoi ces enjeux justement dans le domaine de la santé, hein? Alors, ouais, si tu peux avancer, il y a un petit souci là Bien sûr. d'animation des slides. Hop, si tu peux aller jusqu'au bout, voilà, super. Euh, alors, la souveraineté, c'est un vaste sujet chez OVH. Donc, au-delà de, alors effectivement, il y a un sujet qui est directement lié à la protection des données à caractère personnel en particulier, mais des données ou des données stratégiques en Europe, sachant qu'on en a un tout petit peu parlé avant. En Europe, donc, on a une législation à peu près unique au monde, qui est le RGPD. Mhm. Alors, sachant qu'on a, nous, OVH, au-delà des engagements très forts qu'on peut prendre en termes de soumission, de conformité avec cette réglementation, on a aussi une certification, on vient d'obtenir aussi une certification ISO 27701, justement qui traite de la data privacy et dans laquelle on décrit la manière dont on protège dont on protège les données. Donc c'est aussi un élément très important. Vous avez peut-être aussi, ou certainement, je ne sais pas, entendu parler du Privacy Shield, qui est un accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur justement les transferts de données à caractère personnel. Généralement, c'est plutôt d'Europe vers les États-Unis, et l'invalidation, donc ce qu'on appelle la directive Schrems 2, l'été dernier, qui interdit, en tout cas, qui change le cadre dans lequel ces transferts de données peuvent se faire et qui rend ces transferts beaucoup plus complexes à mettre en œuvre. Sachant que je vous rappelle qu'un transfert, par exemple, un accès à un support niveau 3 à partir des États-Unis à des machines qui sont localisées en Europe, juste accéder à des machines est considéré comme un transfert de données. Donc, l'invalidation de ce Privacy Shield, donc aujourd'hui, je crois que on ne mesure pas encore totalement les conséquences de cette invalidation, mais on peut s'attendre effectivement à encore un renforcement des mesures qui concernent en tout cas les transferts de données vers les États-Unis. Le deuxième aspect qui est lié et justement qui a été à la base ou à la source de cette invalidation, c'est les lois extraterritoriales, en particulier américaines. On a beaucoup parlé du Cloud Act, donc qui permet effectivement à un tribunal américain de demander à un cloudeur américain ou une société américaine d'avoir accès aux données hébergées par cette société, peu importe où elle se trouve à travers le monde. Mais il y a aussi une loi qui est un petit peu plus ancienne, le FISA Act, qui permet en particulier, enfin, aux différentes agences de renseignement américaines, en particulier la NSA, d'accéder aussi à toute donnée hébergée par des entreprises et donc des clouders américains. Donc ce sont ces lois en fait qui ont entraîné donc l'invalidation de cet accord US-Europe, sachant que je pense que c'est quand même important de le préciser, nous, au OVH Cloud, même si on a une filiale
aux États-Unis, cette filiale est complètement indépendante, complètement isolée du reste du réseau OVH Cloud. Et donc, nous ne sommes soumis à aucune de ces lois à caractère extraterritorial. Un autre élément important, mais on a déjà un petit peu parlé, c'est les différentes certifications ou éléments de conformité spécifiques à l'hébergement de données de santé. Donc, la certification HDS en France, mais aussi on participe aux travaux au niveau européen, les travaux de l'ENISA, donc l'Agence de cybersécurité européenne, sur les futures certifications pour ce qui est de l'hébergement, pour ce qui est des données de santé et des données critiques, stratégiques. Et on est capable de vous accompagner effectivement aux États-Unis avec la conformité IPA, qui est un peu l'équivalent d'HDS aux États-Unis pour nos data centers aux États-Unis. Et enfin, le dernier élément, mais je vais aller assez vite, c'est qu'effectivement, dans le secteur de la santé, au final, le client final, votre client à vous, va être dans un certain nombre de cas, donc une OIV ou une administration, et le fait que voilà, enfin le fait qu'OVH, on soit à la fois qu'on ait le visa de sécurité Secnum Cloud et qu'on soit référencé dans les différents organismes, les différentes centrales d'achat publiques, fait que ça peut effectivement faciliter un petit peu la décision. Voilà, en quelques mots sur ces aspects. Sachant que la souveraineté, bien sûr, dépasse la protection des données, mais je pense qu'il faudrait qu'on organise un autre webinar pour en parler. On y reviendra très sûrement. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de plateformes sur lesquelles peuvent s'appuyer des développeurs avec OVH Cloud? Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il faut qu'on comprendre chez OVH, on en a aussi un petit peu parlé. Donc, on vous propose de l'infrastructure as a service, donc du compute, du storage, ce genre du network, ce genre de choses, des plateformes de virtualisation, mais aussi justement aussi des plateformes as a service, avec la particularité qu'on travaille exclusivement avec ou bien des standards du marché, ou bien des solutions open source, ce qui assure en fait un certain niveau de réversibilité et d'interopérabilité entre les solutions OVH et les autres. Donc, on a listé ici quelques, alors on pourrait appeler ça des cas d'usage, et les solutions logicielles associées sur lesquelles on s'appuie ou qu'on propose directement, ce qu'on appelle chez nous service integrated, ou qu'on propose donc via nos différents programmes partenaires ou marketplace. Donc voilà, concernant différents cas d'usage, je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais effectivement, le fait qu'on propose maintenant en HDS du public cloud, du service managé, fait que on a étendu, je pense, de manière importante la gamme de services qu'on peut vous proposer. Donc, on voit ici juste quelques exemples. Okay. Parmi les services OVH Cloud, lesquels sont certifiés HDS et voilà. Ouais, alors, donc Emmanuel, vous avez présenté en fait de manière très enfin, la vision HDS Large. par type d'activité HDS. Là, c'est une représentation un petit peu différente où on a listé en fait l'ensemble de nos produits. Donc, vous savez que chez OVH, on a 4 grandes familles de produits. Donc, on a du bar métal, donc du serveur dédié, infrastructure complètement dédiée, infrastructure nue qu'on vous met à disposition. Et là,
on propose en HDS le haut de la gamme bar métal, donc ce qu'on appelle les références infra, scale et HGR. Donc, je vous rappelle, voilà, cette gamme s'est faite certifier l'année dernière. On propose aussi depuis alors maintenant de nombreuses années du Hosted Private Cloud, donc une solution qui s'appuie sur les technologies VMware. Et là, donc l'ensemble des produits, ce qu'on appelle HPC Hosted Private Cloud premier, la version Secnum Cloud, mais aussi les outils complémentaires comme Vim Backup ou Zerto pour faire du PRA sont aussi proposés en version HDS. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est l'arrivée de la gamme Public Cloud, donc le IaaS Public Cloud, avec l'ensemble des services OVH Cloud certifiés HDS, à l'exception de Manage Private Registry et des instances sandbox aussi, mais qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, n'ont pas forcément besoin d'être HDS en mode sandbox. Et aussi d'autres solutions PaaS comme Log Data Platform ou nos solutions de data processing qui s'appuient sur des technos Spark. Donc, on a aujourd'hui l'essentiel de nos gammes cloud IaaS et PaaS qui sont certifiés HDS. Et alors, sachant ce qui peut être intéressant pour vous aussi, c'est que les contrats qu'on propose, donc ce qu'on appelle les contrats Healthcare Addendum, donc les conditions particulières pour l'hébergement de données de santé, donc on a conçu pour la France, pour HDS, s'applique aussi pour de la donnée de santé italienne, allemande, anglaise, polonaise, sachant que cette liste va grandir au fur et à mesure. Donc, ce qui vous permet, via une unique infrastructure, une unique plateforme cloud, de proposer des services dans un grand nombre de pays en Europe. Et je pense que ça répond un petit peu à la question qui a été posée, sachant que parallèlement à cela, on est aussi dans une démarche de certification pour des certifications nationales, un peu l'équivalent de l'ANSSI Secnum Cloud dans d'autres pays, en Allemagne, en Pologne, en Italie, en Espagne et d'autres sur cette année. Donc, on peut déjà héberger de la donnée de santé dans ces pays et on aura d'autres éléments dans les mois qui viennent qui permettront de rassurer nos clients sur le fait qu'on est conforme aux best practices locales. Ok. Alors, juste moi pour repréciser, donc là, vous avez vu qu'il y a le bare metal qui apparaît. C'est juste pour ceux qui sont dans le Startup Programme ou qui souhaitent venir. Les vouchers du Startup Programme, ça prend bien les trois parties de droite, le Hosted Private Cloud, le Public Cloud et tout ce qui est passé SaaS. Par contre, le bare metal n'est toujours pas inclus dans le voucher, hélas, je sais. Ça viendra. Par contre, on va voir la suite et vous allez voir qu'il y a une bonne nouvelle, c'est quels sont les prérequis en termes de niveau de support. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on est en scale, on a le support business qui est offert dans le Startup Programme. Et a priori, c'est un des prérequis. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Dimitri? Oui, tout à fait. Donc, chez OVH Cloud, on a donc 4 niveaux de support. Donc, on a le niveau standard, où effectivement, c'est pas un support spécifiquement dédié, où on s'engage à, donc c'est un support en heure ouvrée, et même si le monitoring, bien entendu, des services est fait en 24/7, mais l'accès au support est en heure ouvrée et on s'engage à répondre à un ticket en moins de 8 heures. Après, on a le service premium qui va un petit peu plus, c'est le même principe, mais on vous répond, on s'engage à vous répondre un petit peu plus rapidement. Et après, on a effectivement les niveaux de support business et entreprise qui sont nécessaires
pour souscrire à une offre d'hébergement de données de santé chez OVH Cloud. La grande différence, c'est que d'une part, c'est un support dédié, donc c'est vraiment une équipe d'experts dédiés que vous pouvez joindre en 24/7 en moins de 30 minutes. À chaque fois qu'un nouveau client souscrit au support business ou entreprise, il y a un processus d'onboarding. Donc l'équipe support vous propose un rendez-vous téléphonique pour échanger sur vos besoins et pour mettre en place, pour échanger sur les différentes procédures. Et voilà, donc on est vraiment sur un support qui, de notre point de vue, correspond bien aux enjeux liés à l'hébergement de données de santé ou l'utilisation de données de données de santé. Et puis après, effectivement, au-delà du support business, il y a le support entreprise. Et là, c'est plutôt pour les grands comptes avec un technical account manager et des services encore plus customisés. Ok, donc pour rappel, le support business, normalement, c'est à minima 250 € par mois. Et sinon, après, quand vos factures grossissent, le MRR, c'est 10% de votre MRR facturé chez nous. Donc c'est pas rien quand on vous l'offre sur cette première année, en tout cas pour tester et pour vous rendre compte de l'utilité que ça a et de l'importance que ça a. Parce que comme disait Emmanuel tout à l'heure, c'est comme les migraines, tant qu'on n'en a pas, tout va bien, mais le jour où ça arrive, si on n'a pas le bon médicament, ça peut être très pénible. Et ce type de support est un super anti-migraine. Et on vous le conseille vivement. C'est souvent rarement regretté d'investir là-dedans. Alors, comment ça se passe pour commander justement ces services? Quel est le process, Dimitri, pour avoir du HDS? Alors ça va dépendre de la gamme de produits. Pour du hosted private cloud, on est sur un parcours 100% digital, donc vous êtes complètement autonome. Lorsque vous ouvrez un tunnel de commande private cloud, vous avez dès le début la possibilité de commander une infrastructure qui est préconfigurée HDS. Ou bien vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, upgrader une infra standard vers une infra HDS dans un second temps. Sachant qu'il y a une petite particularité sur l'offre Hosted Private Cloud, c'est que l'activation du HDS active aussi des fonctionnalités de sécurisation avancée des comptes clients, donc la 2FA ou un certain nombre d'autres choses, voilà, qui permettent d'encore plus sécuriser les accès et des fonctionnalités qui sont aussi proposées, par exemple, dans nos offres Secnum Cloud. Pour ce qui est du public cloud et du PaaS, on est aussi sur un parcours 100% digital. Et l'activation de l'option HDS se fait au niveau du projet public cloud. Donc, pour ceux qui connaissent bien OVH, vous savez voilà qu'à la différence de Bar Metal ou Hosted Private Cloud ou des autres services, lorsqu'on entre dans l'univers public cloud, ça fonctionne sous forme de projet. Donc, vous pouvez voilà avoir différents projets et dire voilà tel projet, maintenant je vais activer l'option HDS. Alors sous réserve effectivement, comme on vous l'a rappelé, d'avoir souscrit au support business ou au support entreprise et d'avoir accepté les conditions contractuelles. Et pour ce qui est enfin du bar métal, là le parcours est un petit peu différent dans le sens où ça passe nécessairement par un account manager. Donc là, ça se fait voilà, ça se fait par téléphone, par mail, et on l'active pour vous. Okay. Voilà en quelques mots.
Alors, est-ce que tu peux juste, pour conclure, et après on va passer aux questions, on en a quelques-unes qui nous attendent. Est-ce que tu peux nous citer des exemples de partenaires et clients de cet écosystème santé? Tout à fait. Donc, vous pouvez voir ici alors quelques sociétés avec lesquelles on travaille. Alors, on a mélangé un petit peu les partenaires, dont vous pouvez en voir certains, des marques bien connues, des Capgemini, des Atos, des Soprasteria par exemple, des Thales avec lesquels on travaille plutôt sur des gros projets. Ça peut être pour des administrations ou pour des grands comptes, pour des grandes entreprises. Et donc on a aussi d'autres infogéreurs qui sont un petit peu plus petits avec lesquels on travaille, donc qui pourraient typiquement vous accompagner si vous ne souhaitez pas vous faire certifier HDS. On a certains clients, on a certains petits clients justement qui, ça je pense pas qu'Emmanuel vous les mentionner, qui ont besoin de, qui hébergent de la donnée de santé, donc qui ont besoin d'être certifiés HDS et qui délèguent certaines activités, dont en particulier je pense à l'infogérance, à d'autres sociétés. Donc on a un certain nombre d'infogéreurs qui sont eux-mêmes certifiés HDS, avec lesquels on peut vous mettre en relation. Je pense à des plus petits, je pense à Ecritel, à Easy, à Certiliance, à NeuronIT, à d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas. Et d'autre part, voilà, on a listé aussi d'autres grands clients ou des scale-up qui ont réussi, qu'on a listé ici. Ok. Écoute, merci Dimitri. On va prendre les questions. Je vois qu'on en a quelques-unes. Alors, la première, c'est combien coûte une certification HDS en moyenne? Est-ce que ça Euh, peut, est-ce que ça peut se quantifier comme ça? alors, déjà, ça dépend si vous avez déjà la certification ISO 27001. Comme vous l'expliquait Emmanuel en début de webinaire, HDS s'appuie essentiellement sur ISO 27001. Tu veux Donc, que je t'aide, j'invite. Dimitri? Pardon? Ah Enfin, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, non, je pensais que tu étais parti. Vas-y si tu veux. Non, non, il est pas loin. j'étais en D'accord. embuscade. Vas-y. Alors, sur ISO 20, enfin, sur ces certifications, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le coût pour passer l'audit, c'est un coût qui est relativement standardisé et qui est lié à la taille de votre entreprise. D'accord? Donc, quand vous allez mandater un auditeur pour faire l'audit, il va vous envoyer un questionnaire dans lequel il va vous demander combien vous êtes, voilà, quelles sont les activités que vous faites. Et en fait, la durée d'audit va être liée tout simplement aux réponses sur ce questionnaire-là. Et en fait, le, globalement, le coût d'un audit pour une startup, pour une entreprise qui a 5 personnes, vite fait comme ça va être 3 jours hommes d'auditeurs. Donc ça veut dire que ça ne va pas vous coûter normalement extrêmement cher. Ça doit être grand maximum dans les 10 kilos euros parce que généralement, en même temps que vous planifiez l'audit initial, vous planifiez aussi les audits de suivi sur les 2 années qui suivent. Mais le coût, il est là. Ensuite, mandater un auditeur, ce n'est pas la seule chose que vous avez à faire pour obtenir la certification. Donc il y a effectivement un autre coût qui est beaucoup plus diffus, qui est lié véritablement au temps que vous allez prendre pour réaliser ce qui est nécessaire pour obtenir la certification. Mais le coût d'un audit pour une petite startup, généralement, c'est en dessous de 10 k. Ok. Alors, autre question. Alors, c'est pour une boîte qui aide les startups à gérer leur dossier de qualité, ISO 27001, ISO 13485. Ils ont tout l'hébergement chez OVH Cloud. À qui doivent-ils s'adresser chez nous pour une collaboration avec ceux qui s'occupent des certifications? Alors, j'ai pas très bien compris la question pour le coup.
Donc, en gros, eux, ils sont hébergés chez OVH et ils accompagnent, du coup, ils gèrent les dossiers d'autres startups et ils voudraient savoir à qui s'adresser chez nous pour travailler sur et aider à certifier les startups qui seraient chez eux. En fait, ils font un peu intermédiaire, mais Donc, là-dessus, quand il y a des questions relatives à la certification, votre premier contact, hein, c'est systématiquement le support avec les questions qui sont liées au niveau de support que vous avez pris. Le support, généralement, sait très bien où adresser ce type de demande. Ça tombe chez moi dans mon équipe. D'accord. Ensuite, nous, ce que l'on fait en matière de support aux certifications, c'est principalement délivrer toute documentation nécessaire pour permettre à nos clients de faire valoir le fait que nous sommes déjà certifiés et que donc il y a un certain nombre de choses qui sont prises en compte et qui ne doivent pas être, qui doivent être mises hors périmètre de l'audit, mis à part le fait de dire, voilà, OVH est certifié, ils nous ont filé le certificat et éventuellement un rapport. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, de temps en temps, il arrive qu'un auditeur demande des précisions. À ce moment-là, donc il y a plusieurs choses de possibles. La première, c'est demander le remplissage de questionnaires. Quand il s'agit d'un petit questionnaire, généralement, on ne fait pas payer, mais quand on commence à tomber sur des questionnaires qui font 60 questions, ce genre de choses, à ce moment-là, ça prend du temps chez nous et donc on a une facturation qui, en gros, on fait payer à l'heure, hein. Donc, 1 heure de réponse de questionnaire, c'est 150 € hors taxe. Une dernière possibilité qu'on offre, c'est aussi éventuellement de pouvoir visiter les data centres, donc dans le cadre d'un audit. À ce moment-là, donc il faut nous prévenir 3 semaines à l'avance minimum. On vous proposera des créneaux pendant lesquels on a prévu de permettre les visites en audit de data centre. Et à ce moment-là, il faut compter en fait 2 500 € hors taxe en facturation, puisqu'en fait, dans ce cadre-là, il faut qu'on organise toute la visite, donc au niveau des sites, etc. Vous allez voir, il y a un certain nombre de mesures de sécurité qu'il faut qu'on aligne pour que ça marche bien. Et puis au-delà de ça, en fait, on mobilise des personnes à l'intérieur de chez OVH pour répondre aux questions que l'auditeur posera. Et donc, en fonction du plan d'audit qui est déterminé et que vous devez nous communiquer, on mobilisera les personnes qui conçoivent les produits ou les personnes qui opèrent les produits dans les data centres, etc. Et donc, pour cette raison-là, en fait, il y a une facturation qui est en fait liée au fait qu'on va mobiliser des personnes pour répondre à vos questions précisément au moment où vous allez faire l'audit. Donc voilà. Ensuite, si vous avez d'autres idées de coopération entre nous, moi, j'ai pas trop de soucis, hein, on peut effectivement en parler. Voilà. Par contre, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc le service qui gère effectivement les relations clients côté conformité, on est assez petit au final, on est très agile par conséquent, mais forcément, on n'a pas non plus des journées entières à consacrer à un seul client. Et la majorité de notre travail consiste principalement à faire en sorte d'avoir des réponses pour plusieurs centaines de clients en même temps si possible, parce que c'est comme ça en fait qu'on arrive à adresser les problématiques de conformité de tout le monde avec aussi peu de monde en interne. Et donc c'est comme ça qu'on maintient notre compétitivité en matière de prix aussi, hein, tout simplement. ok. Donc là, il nous répond tout à fait d'accord pour facturer les audits clients. Ils font la même chose. Hop, et une dernière question, je vois, donc c'est le tarif du support uniquement, c'est bien ça. Donc ça, c'est quand on parlait tout à l'heure du support, et en particulier du support business, donc je réexplique. Le support business, il coûte à partir de 250 € hors taxe par mois, quelle que soit votre facturation, tant que vous êtes en dessous de 2500 € de MRR, donc de dépenses chez nous. Si vous arrivez à, par exemple, 5 000 ou 10 000 €, ça devient 10% du montant que vous êtes facturé. Donc, on rajoute 10% à la facture pour l'accompagnement du support business.
Voilà, voilà. Et la dernière, c'était quoi le coût d'un hébergement HDS pour une jeune startup? Bah, ça, on peut dire que tu as répondu tout à l'heure, Emmanuel. Donc voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y en a une dernière? On va voir s'il tape vite fait. Non? Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire sur toutes nos activités dans le domaine de la santé et en particulier tout ce qu'on peut faire pour les startups. Pour le Startup Programme, n'hésitez pas si vous souhaitez vous y inscrire ou si vous avez des questions à me contacter directement. Donc, c'est fanny.bouton@ovhcloud.com. Vous pouvez le retrouver facilement. Et sinon, pour contacter l'équipe, et s'inscrire, c'est startup.ovhcloud.com tout simplement. Et là, vous trouverez le formulaire d'inscription au Startup Programme et on vous accueillera bien volontiers. On attend d'avoir plein de nouvelles startups cette année. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir Dimitri, merci Au revoir. Emmanuel.